Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est content, on retrouve Eliezer Charodotki. Et voilà, il a pas pu être présent au cours précédent, il était malade. Et on va parler ce soir du combat entre les Anglais et le Ishuv juif en terre d'Israël. Merci Eliezer pour Midreshet Yehuda Manitou. Bechavod. Shalom, shalom les amis. Bon, tout d'abord, vraiment mes excuses pour la dernière fois. Même si j'avais un bon prétexte, etc., je vais complètement, enfin bon, ça ne va pas se répéter, Bezrat Hashem. Maintenant, de quoi est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce qui a fait céder les Britanniques? Qu'est-ce qui a fait céder la puissance britannique coloniale en Eretz Israël? Qu'est-ce qui les a fait partir? Alors, ce débat il peut être mené sur différents rails, on pourrait dire. On peut en débattre dans différentes dimensions. Il y a la dimension intérieure, où les Britanniques, eh bien, c'est en quelque sorte encore une puissance sur le fond de laquelle, eh bien, la droite et la gauche, Mapai et Likoud, Mapai et Kherut, rivalisent entre eux qui a le plus contribué à l'indépendance. Ça, c'est un premier point de vue, une première perspective qui est possible. Une deuxième perspective, c'est une perspective qui est plus macro, plus large. Je veux dire, écoutez, peut-être que ça n'a rien à voir, peut-être avec toute l'importance de notre contribution, que ce soit à droite, à gauche. Pour finir, c'est des facteurs internes en Angleterre qui ont joué, c'est des facteurs internationaux qui ont joué, c'est des choses qui ont, bon, bien qu'on soit très important et le nombril du monde, là, on n'est pas les seules pièces sur l'échiquier, il faut compter aussi avec les autres. Ça, c'est un deuxième point de vue. Et un troisième point de vue, eh bien, c'est pas seulement regarder notre conflit, qu'est-ce qui a fait partir les Britanniques ici, mais le voir dans une perspective encore plus large, pas seulement au niveau espace, mais aussi au niveau temps. L'Angleterre, somme toute, c'était quoi? C'était une superpuissance, c'était une puissance coloniale où le soleil ne se couchait jamais, c'est-à-dire je ne sais pas moi, de l'Inde, du Pakistan, Ceylon et jusqu'en Amérique du Sud, etc., etc. Une puissance politique, militaire, maritime, économique, financière à tous les niveaux et qui, somme toute, incarne pas tant l'Angleterre que la puissance en tant que telle. Et nos rapports avec l'Angleterre, eh bien, on peut y voir un cas de figure, un idéal type. On peut l'avoir sous l'aspect d'une typologie et qui nous raconte beaucoup sur nos rapports avec la superpuissance Mashnikra Matsama à Toranit, la superpuissance de notre temps, c'est-à-dire début du XXe siècle. Et maintenant, bon, l'Angleterre n'est plus ce qu'elle était. Maintenant, c'est ce qui peut nous aider à considérer nos relations avec les États-Unis, par exemple, qui sont pour beaucoup très similaires. Donc là, c'est trois dimensions dont je voudrais parler, et pas seulement sous un point de vue historique, mais comme on l'a déjà dit, lire entre les lignes. Et deuxième chose, une histoire identitaire, une histoire qui n'est pas seulement pour dire, voilà, telles sont les dates, les personnages, les événements, apprenez, récitez, recrachez. Non, c'est quelque chose qui est pertinent pour notre identité, pour notre actualité, pour notre sionisme de Tafshin Peibet 2022. Zéro. Zéro. Alors, c'est bon. Et puis, naturellement, plus vous me dérangez, mieux c'est. Moi, c'est ennuyeux. Plus vous posez des questions pernicieuses, eh bien, mieux c'est. Alors, bon, on commence. Naturellement,
Je vous rappelle, la dernière fois, on a terminé avec la presque guerre fratricide. Vous vous rappelez? La presque guerre fratricide qui a commencé novembre 1944 avec l'assassinat de Lord Moyne par les gens du Lehi au Caire et ensuite la saison, la période de la saison qui n'était pas tant contre les gens du Lehi que contre les gens du Hetzel, avec des centaines, près d'un millier de combattants du Hetzel attrapés, torturés, livrés, etc., à 2 pas véritablement de la guerre fratricide. Ça, c'est le premier rappel. Deuxième rappel, qui a commencé la guerre contre les Britanniques? Ce n'était pas le Yishuv, ce n'était pas le Hetzel, c'était une fraction du Hetzel qui a fait scission, qui s'est scindé du Hetzel pourquoi? Pour mener un combat, faire cavalier seul contre les Britanniques avec Yair Stern, qui ont à eux seuls, 41-42, essayé de tenir tête aux Britanniques. Ensuite, ils ont été repris en 1944 avec le Mered, la révolte du Hetzel, avec Begin qui arrive en Eretz Israël et qui rallume la flamme de la révolte à tous les niveaux, au niveau militaire, mais aussi au niveau symbolique. 1944, quand débute la révolte par le Hetzel, eh bien, c'est aussi la sonnerie du chauffard au Kotel. Pour la première fois depuis 13 ans, les Britanniques n'osent pas intervenir après les menaces du Hetzel. Donc, ça, c'est comme ce qu'il y a comme fond en filigrane. Et maintenant, pourquoi est-ce que le Yishuv ne s'est pas mobilisé, ne fait pas la guerre avec le Hetzel et le Lehi contre les Britanniques? Eh bien, parce que dans le Yishuv, on a encore un espoir. Quel est l'espoir? Nos amis vont revenir au pouvoir. Il ne faut pas se tromper. Les Britanniques, c'est nos amis. Le parti travailliste, le Labour, ils vont nous comprendre. Ils vont comprendre que nous sommes nous faisons partie des gentils, des héros de l'histoire. Nous sommes dans le camp des bons, de la justice. Et ils vont être fidèles à la tradition britannique, qui est somme toute la tradition en grande partie juive. Il y a un héritage commun très très fort au niveau des valeurs, au niveau de la morale, au niveau du respect d'autrui, au niveau des droits de l'homme, des droits du citoyen, des droits des nations. Ce n'est pas pour rien qu'on a désiré que le mandat soit rempli sur la Eretz Israël par les Britanniques et pas par les Français après la déclaration Cambon du nom du ministre des Affaires étrangères en 1916 et pas par les Allemands qui ont eux aussi nous proposé quelque chose. Non, par les Britanniques. On est empli d'espoir. Fin 1945, la Grande-Bretagne victorieuse de la guerre, les élections qui vont avoir lieu en juillet 1945, on est plein d'espoir. Pas tous, mais Mapai, Mapam, la gauche, le centre, on est plein d'histoire. Il y a aussi plein d'espoir. C'est pour ça qu'on attend. On attend, on ne veut pas froisser les Britanniques. Jusque-là, ça va? Tout est clair? Yofi. Top. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Eh bien, le Labour arrive au pouvoir. Qui c'est le Labour?
c'est Clement Attlee, c'est Ernest Bevin. Clement Attlee, il y a une blague qu'on raconte à son sujet pour voir la force de son caractère, qui dit la chose suivante. Une voiture vide s'arrête devant Downing Street à Londres. La porte s'ouvre, Clement Attlee sort de la voiture. Donc, c'était un personnage qui était perçu comme le passager de la voiture vide. Un personnage à caractère flottant, etc., etc. Et c'est pour ça qu'une personne très dominante dans son cabinet, c'est un leader syndical, une volonté très forte qui s'appelle Ernest Bevin. Le Clement Attlee, qui est le Premier ministre, eh bien, quand on lui demande son avis sur la question de Eretz Israël, eh bien, il répond la chose suivante. Après la Première Guerre mondiale, nous avons entrepris quelque chose de tout à fait insensé. C'est de promettre la terre d'Israël au peuple juif. C'est-à-dire, il y voit une perte d'orientation, quelque chose qui va à l'encontre des intérêts de la Grande-Bretagne. L'opinion de son ministre des Affaires étrangères, elle est encore plus critique, elle est encore plus antisémite. On sait tous comment il s'exprime sur ces Juifs qui profitent de la situation, profitent de ce qui s'est passé durant la Shoah pour passer au devant de la queue. Et chose que les gens ne mentionnent pas, c'est que cette déclaration, elle est faite pas par hasard. Elle est faite le jour de fête, un jour de fête juif. Quel jour de fête? Le 2 novembre. On appelle à Bet Benovember. C'est Bet Benovember. Qu'est-ce qui s'est passé? Bet Benovember. Le deuxième du mois de novembre, eh bien, c'est la déclaration Balfour. 30 ans après la déclaration Balfour, Bevin fait sa déclaration antisémite. Ces juifs, encore, ils veulent passer devant tout le monde. Donc là, il y a des illusions avec les travaillistes, des illusions avec les Britanniques. Et ça, c'est un premier volet. Maintenant, deuxième volet, il y a une puissance qui ne nous frustre pas, qui ne nous trompe pas, et c'est les États-Unis. Pas avec Roosevelt, non. Avec Roosevelt, on dit, s'il était pas mort, s'il était resté au pouvoir, les États-Unis ne nous auraient pas soutenus. C'est son secrétaire qui le dit, son aide qui le dit. Mais c'est Truman, Harry Truman, qui arrive au pouvoir. Harry Truman, il a besoin du vote juif. Harry Truman, il n'est pas aussi influencé par son département d'État. Harry Truman, il est très touché par la souffrance juive. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Dès fin 45, on a à peine remporté la victoire. Et lui, il dit déjà, il commence à faire pression sur les Britanniques, sans leur demander leur avis. Il dit, c'est vrai, 100 000 Juifs, laissez-les entrer en Eretz Israël.
100 000 personnes déplacées, personnes déracinées. Displaced persons, c'est ce qu'on dit en français ou en anglais. En hébreu, on appelle Akurim, les personnes déracinées qui véritablement sont dans les camps pour les Akurim en Allemagne de l'Ouest, et à peu près d'un tiers de million de Juifs, et que Truman dit, bah, écoutez, on ne peut pas les garder dans ce cimetière européen, on doit les laisser entrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, top. Les Britanniques, ils sont forcés de céder un peu. Ils disent, bon, allez, on va faire une commission anglo-américaine. 6 pour vous, 6 pour nous. La commission, elle se rassemble et dit, ouais, pour finir, en mai 46, elle soumet ses recommandations et elle dit, Truman a raison, il faut laisser entrer 100 000 juifs déplacés, déracinés, des camps en Allemagne, en Eretz Israël. Et encore une fois, Truman, sans consulter les Britanniques, il dit, j'accepte les recommandations de la commission, il faut faire entrer. Bon, les Britanniques, jusque-là, ils pensaient qu'ils avaient un allié, ils pensaient que les États-Unis étaient là pour soutenir. Parce que quand même, les Britanniques, ceux qui ont fait la guerre plus longtemps que tous, ils l'ont fait depuis 1939 qu'ils ont déclaré la guerre. Les Américains, ils sont entrés en guerre seulement à Pearl Harbor. Les Russes, qui ont tenu le plus longtemps, à commencer par la bataille d'Angleterre, etc., face aux Allemands. On entend, ça va maintenant? Oui, Yofi, désolé. Maintenant, on peut le voir sous deux aspects. Premier aspect, l'aspect purement du Yishuv, sioniste. Qu'est-ce qui se passe chez nous? On va le voir, on va y arriver. Deuxième aspect, on peut le voir comme un aspect international. Qu'est-ce qui a fait céder la Grande-Bretagne? Le manque d'appui. Le manque d'appui, c'est-à-dire tout d'abord, elle a son allié numéro un, les États-Unis, font pression sur elle pour qu'elle cède en Eretz Israël, pour qu'elle change de politique, pour qu'elle abolisse en gros le livre blanc et permette immédiatement la aliyah de 100 000 juifs. Maintenant, l'autre point de vue dont on va parler maintenant, c'est ce qui se passe ici. Là, on voit que, bon, ce n'est pas seulement que les Britanniques nous ont déçus et font volte-face, même ceux qu'on croyait pro-sionistes. Même les travaillistes nous tournent le dos. Mais ils s'opposent aussi aux États-Unis à leur appel humanitaire de faire entrer 100 000 juifs en Eretz Israël.
Et là, c'est pour ça que ce qui commence, c'est la Noa Tameri. Noa Tameri à Ivry, en novembre 45, le mouvement de révolte hébreu, juif, qui déclare la guerre aux Britanniques. Tout le monde est ensemble, du Lehi au Palmar, en passant par le Hetzel et par la Haganah. Tous les juifs du Yishuv font cause commune contre les Britanniques. Maintenant, ces mêmes juifs, qu'il y a encore pas quelques années, il y a à peine quelques mois, Chaverim, il y a à peine quelques mois, jusqu'en mars, avril 45, les gens du Palmar et de la Haganah étaient à la saison de chasse contre les gens du Hetzel. Tout d'un coup, ils sont là à lutter, chacun dans son secteur, chacun sur sa partie du front, contre un ennemi commun. À quel point on peut comprendre que Menachem Begin avait raison quand il a refusé de tirer et de se défendre arme à la main contre les gens de la Haganah et du Palmar. Et ça commence en novembre 45. Le Palmar fait sauter sur plus de 150 endroits les rails, le système ferroviaire. Les Britanniques ne peuvent plus s'approvisionner, ne peuvent plus transporter les routes, etc., etc. Maintenant, le 17, on continue. Je ne vais pas parler de tous toutes les actes, etc., etc., qu'on a fait, mais le 17 juin 1946, c'est le Leila Ksharim, c'est la nuit des ponts. Ça veut dire 10 ponts qui relient Eretz Israël au Liban, à la Syrie, à la Jordanie, à l'Égypte, partout, tous les ponts qui relient Eretz Israël au monde extérieur, tous, sauf un, sont dynamités. Les Britanniques sont coupés, pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Bon. Une semaine après, le 29 juillet 1900, on est encore le 29 juin, pardon, le 29 juin 1946, c'est le Shabbat Ashura, le Shabbat noir, la Shabbat noir, je ne sais pas, Shabbat Ashura, où les Britanniques arrêtent tous les leaders du Yishuv qui sont encore dans le Yishuv. Ils arrêtent Chertok, le futur Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Ben Gurion n'est pas là, il est à Paris, et tous les autres sont arrêtés. Ils mettent sans dessus-dessous toutes les institutions nationales, à Mosdot Aleumim, de l'agent juif, la Sornout, ils perquisitionnent tout, tous les documents, ils prennent même de la machine à dactylographier de Chertok, son discours hyper secret qu'il devait prononcer devant le parti, où il dit que le dynamitage des ponts a eu l'aval du Mapai. Si ce document est pris, eh bien, c'est plus que dangereux. Pourquoi? Parce que ça veut dire que le leadership politique et le leadership militaire, ils sont liés et ils portent la responsabilité des actions que les Britanniques appellent actions terroristes contre la Grande-Bretagne et Eretz Israël. Maintenant, Baruch Hashem, les Britanniques n'auront pas le temps de les lire.
Pourquoi ils n'auront pas le temps de les lire? Parce que à peine quelques semaines, même quelques jours après, c'est une autre explosion qui, euh, euh, qui est entendue jusqu'à Gush Etzion. De Gush Etzion, on appelle à Jérusalem et il dit, mais écoutez, qu'est-ce qui a sauté là-bas? Qu'est-ce qui a sauté là-bas? Qu'est-ce qui a sauté là-bas? C'est le tchik. Qu'est-ce que c'est le tchik? Le tchik, c'est le malon tchik. C'est ainsi que David Ben Gurion, en appelant Begin, lui dit, vous avez le feu vert pour faire sauter le tchik. Il ne l'appelait pas même du nom Malone Tchik, ça veut dire le Malone, l'hôtel King David. Il y a énormément d'histoires sur ce qui s'est passé là-bas. Il y a eu 91 morts. Pourquoi? Pas parce que ça a été dynamité. C'est l'aile sud qui a été dynamitée, où se trouvaient les services de renseignement britanniques. Le centre et l'autre et l'aile nord, eh bien, c'était un hôtel. Et on a averti les agents du Hetzel ont appelé au numéro 3345 l'hôtel, les services de renseignement qui étaient à l'hôtel King David. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été entendus? Parce que le commandant des services de sécurité qui était là-bas, il dit non, on n'évacue pas. Pourquoi est-ce qu'on n'évacue pas? Eh bien, parce qu'on n'a pas reçu les renseignements de notre agent au sein du Hetzel, comme quoi ils vont dynamiter le Malon David. Effectivement, dans le Hetzel, dans la force de frappe, le groupe qui devait aller dynamiter l'hôtel, il y avait un agent britannique, un juif surnommé Yanaï. Et ce juif Yanaï, on est allé le chercher à Tel Aviv et on lui dit, bon, viens avec nous, avec d'autres personnes, et il y a une opération. Et lui, toute la route, il demande quelle opération, et on lui dit, on ne sait pas. On ne sait pas. On va être informé à la dernière minute de l'opération à laquelle on doit prendre part. Alors le mec, il dit, bon, bah, écoutez, je profite de notre voyage à Jérusalem, j'ai amené une lettre que je dois donner à Madame Schocken, du Hiton Haaretz, etc., etc. Je dois lui donner et laissez-moi sortir 30 secondes, je lui donne, Madame Schocken habitait plus ou moins là où se trouve la résidence du Premier ministre, où il n'y a pas de Premier ministre, à Balfour. Et les gens, c'est incroyable, tu entends cette histoire, absolument folle. Et les gens disent, ben non, on est en pleine opération, on ne peut pas, on peut pas faire comme ça. C'est pas, non, non, je vous en prie, s'il vous plaît, mais dites-moi quelle opération. Il dit, écoute, on ne peut pas te dire, on ne sait pas. Pour finir, il cède, il s'arrête devant Madame Schocken et lui, sous couvert de la lettre, il va donner un coup de fil aux Britanniques pour leur dire il y aura
une action du Hetzel, mais je ne sais pas où. Et c'est pour ça que le commandement britannique, du renseignement britannique, n'évacue pas le Malone de King David parce qu'il n'a pas reçu d'informations. Et il dit, j'ai mon agent au Kodesh HaKodashim du Hetzel et il ne m'a pas dit qu'il y aurait une action contre. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'action, il n'y aura pas de picot. On n'a pas besoin pour finir, l'hôtel explose et parce que on ne l'a dit, il n'a eu connaissance, comme tout le reste de l'équipe, de où ils allaient qu'à la dernière minute. Qu'à la dernière minute, lorsqu'ils sont arrivés, et là, les personnes sur place ont fait sauter le Malon David. C'était quelque chose d'absolument fou. Donc, on peut voir que après cette explosion, eh bien, les Britanniques céderaient. Mais non, c'est pas seulement qu'ils ne cèdent pas, mais ils ne réagissent même pas trop. Il y a, après la nuit des ponts, il y a une réaction très forte, britannique, mais après l'explosion du King David, il n'y a pas une vraie recrudescence, il n'y a pas des actions très percutantes des Britanniques en Eretz Israël. Ça pourrait laisser penser que les Britanniques avaient leur considération à eux, et ce n'est pas les actions de Begin ou du Hetzel qui allaient les faire fléchir, d'autant plus qu'après l'explosion, eh bien, le mouvement de révolte tombe en pièces. Le Mapai se désolidarise, même si à l'intérieur du Mapai, vous avez des personnes comme Galili, comme Golom, comme Sne, comme Alon, qui sont pour continuer avec ensemble, tous ensemble, mais non. Weizmann appose son veto et le Yishuv Ameurgan, le Yishuv organisé, structuré, se désolidarise, c'en est trop, et chacun continue par sa voie. Chacun continue par sa voie et ça encourage les Britanniques. Non, regardez, pas tous les Juifs sont terroristes, pas tous les Juifs sont avec le Hetzel. On peut si, on peut ça. Je vous le dis, je vous donne les sources. Vous savez, il y a un article très approfondi qui a été publié par Yad Ben Tzvi en 77. Pourquoi en 77? Parce que c'était 30 ans après les événements. Pourquoi c'est très important 30 ans après les événements? Eh bien, parce que c'est là où s'ouvrent les archives britanniques. Et les archives britanniques, quant à ce qui s'est passé et au débat au Parlement, au débat surtout au cabinet britannique, eh bien, on voit que en 47, après ces opérations, eh bien, les débats entre Attlee et puis ces autres ministres, Bevin et compagnie, eh bien, ils n'étaient pas trop impressionnés par ce qui se passe en Eretz Israël. Et c'est pas qu'il y a eu une montée de boucliers après juillet 47 ou juillet 46, pardon. Ils ont dit non, maintenant on doit tous les liquider. Non, c'était pas comme ça.
C'était pas comme ça. Ils étaient préoccupés par autre chose. Il y a, c'est très intéressant. Il y a des personnes, des historiens israéliens qui disent, ben non, ils n'étaient pas positionnistes. Ils disent, non, les Britanniques avaient leurs considérations. Ils avaient leurs considérations économiques. Ils étaient au bord de la faillite. Après la Seconde Guerre mondiale, ils étaient au bord complètement de la faillite. Ils planifiaient un repli d'Égypte, d'Inde, du Pakistan, de partout, du Kenya. Ils voulaient tout quitter. Ils voulaient tout quitter. Pourquoi rester en Eretz Israël? Pourquoi rester en Eretz Israël? Ils avaient... alors, les Arabes ne les soutenaient pas. Les Juifs combattaient contre eux, mais ce n'est pas seulement que les Juifs combattaient contre eux, il y avait une autre considération. Ce n'est pas seulement le combat, c'était que les Juifs s'établissaient, occupaient malgré toutes les mesures de plus en plus de place. Je repars quelques années en arrière. Revenons en 1937, 10 ans avant les événements. 10 ans avant les événements, il y a la commission Peel qui se réunit à l'hôtel Palace, aujourd'hui Waldorf Astoria, où il y a le ministre des Affaires étrangères turc maintenant. Au Waldorf Astoria, la commission se réunit. Maintenant, chose intéressante, on sait tout ce qui se passe dans les délibérations, même fermées, de la commission Peel, commission britannique, qui est là pour départager entre juifs et arabes et qui va aboutir à la solution du partage. La première fois, avant 1947. Il va y aboutir en 1937. 20 ans, 1937. Maintenant, comment est-ce qu'on sait que, entre parenthèses, encore une histoire anecdotique, que tout ce dont ils débattent, eh bien, on le sait parce que la personne qui a construit cet hôtel, c'est un juif, c'est un ingénieur juif qui s'appelle Katinka. Et lui, il connaît tous les vases communicants, tous les tuyaux. Il place là-bas des écouteurs. Et c'est pour ça qu'on sait que les Britanniques ont une peur bleue d'une chose, de la Hitiyashvut Yehudit, des Juifs qui s'établissent. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas déraciner des Juifs en Eretz Israël. C'est très difficile de leur faire quitter leur Yishuv. On l'a appris depuis Tel Chai, depuis Kfar Giladi, etc. C'est très, très difficile. Ben Gurion entend ces délibérations intérieures des Britanniques à la commission Peel. Et il dit, Haverim, on a compris. Yalla, Choma au Migdal. La tour et la palissade, on y va. Des dizaines de Moshavim, de Kibbutzim, de Yishuvim, partout. Ensuite, il continue de plus belle. On y va. Les Britanniques ont peur de nous. Et là, je vous le dis entre nous, une grande partie, j'ai commencé à faire part de mes sources. Une part de mes sources, c'est ce qui a été publié. Bon, c'est les livres généraux, d'histoire, mais tous ces trucs anecdotiques, ça, c'est hier, bon, c'est entre autres d'une excursion qui a eu lieu hier, c'est pour ça que je me rappelle si bien. Hier, sur les espions et les comment ça s'appelait? Et les traîtres à Jérusalem.
Alors, c'est un truc fantastique organisé par Amitim Letiolim. Un show, je ne me rappelle pas, un très bon guide, très sympa. Peu importe, et c'est là où vous retrouvez ces petits détails sur Yanaï, sur la taupe qui était dans le Hetzel, ou l'histoire de Katinka sur l'hôtel. Ça, il y a très, très peu de livres qui en parlent, mais c'est très intéressant. Enfin bon, ça ajoute un peu du poivre, du lest. Du zeste dans ce qu'on dit. Enfin bon, peu importe, les Britanniques ont peur, pas seulement de nos forces armées, les Britanniques ont peur de nos charrues. Les Britanniques ont peur de nos paysans. Et c'est pour ça, ça donne raison aussi aux gens du Mapai, aux gens du kibbutz, pour dire, bon, vous savez comment on a vaincu les Britanniques? On a vaincu les Britanniques parce qu'on était prêt à en démordre. On ne refusait pas, on colonisait partout où on pouvait, on traçait nos frontières avec nos chevaux, nos ânes et nos charrues. Et c'est ce qui a fait céder. Et pas seulement, avec nos olim, avec notre aliyah-bet, avec nos opérations pour libérer les Juifs internés à Atlit, pour faire parvenir les bateaux de l'aliyah, comme on appelle aliyah bet, aliyah illégale. Alors, vous pouvez dire sur 60 et quelques bateaux, il y en a 5 qui sont arrivés, peu importe. Tout le monde a vu ça. Alors, peut-être qu'au cabinet britannique, ils n'ont pas cédé, mais ce qui les a fait céder, c'est l'opinion internationale. C'est United Nations Special Committee on Palestine, l'UNSCOP. C'est lui qui a pour finir proposé la solution du partage. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient persuadés par cette volonté des Juifs à arriver à tout prix en Eretz Israël. La commission anglo-américaine de 1945-46, elle est allée dans les camps pour personnes déracinées. Elle a fait un sondage. Où vous voulez aller? Rina Neher le raconte aussi très bien dans son livre. Où vous voulez aller? Plus de 95% répondent Eretz Israël. Eretz Israël. Et c'est ce qui fait décider cette commission qu'il n'y a pas d'autre choix, c'est Eretz Israël. Exodus 1947, Yetziat Europa, la sortie d'Europe. C'est la même chose. On ne débarque pas ailleurs qu'en Eretz Israël. Certainement pas de notre bonne volonté. Vous voulez que nos femmes accouchent dans vos hôpitaux, en Allemagne, à Marseille, à Sète? Non, 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 non. Elles vont monter enceinte, 9e mois, sur le Exodus, et elles vont accoucher soit en Eretz Israël, soit en route. C'est ce qui fait fléchir. Et puis, il y a une dernière chose. Et là, je reviens quand même
vers la résistance du Hetzel. Vous connaissez la Bastille d'Israël, celle que Napoléon, en 1799, n'a pas réussi à prendre. Il y a une Bastille en Eretz Israël. Ça s'appelle la prison de Akko. Eh bien, le 4 mai 1947, les gens du Hetzel prennent cette Bastille, imprenable. Ils dynamitent de l'extérieur et de l'intérieur. Et il y a plus de 250 internés qui fuient la prison, dont 40 personnes juifs. Les autres, c'est des Arabes. Durant la fuite, les Britanniques tirent sur les gens du Hetzel. Il y en a qui sont abattus, il y en a qui sont faits prisonniers. Ceux qui sont faits prisonniers et qui ont l'âge, qui sont déjà majeurs, eh bien, c'est Meir Nakar, Weiss et Chaviv. Ils sont arrêtés, ils sont condamnés à mort par pendaison. Quelques jours après, le Hetzel attrape à Netanya 2 sergents britanniques. Et il leur dit, écoutez, si vous libérez pas, si vous graciez pas et vous libérez pas nos 3 combattants, eh bien, on va pendre vos 2 sergents. Les 3 combattants sont pendus. Le lendemain, c'est les 2 sergents qui sont pendus. Le lendemain, quand c'est publié en Angleterre, à Londres, il y a des pogroms. Des foules entières qui marchent dans les rues, mettent à feu et à sang des synagogues juives, enfin des synagogues, des magasins juifs, East End, Commercial Street, etc., à Londres. Des débats fous qui sont menés dans la Chambre des Commons en Angleterre. Pourquoi on a besoin de ces Juifs? Pourquoi on a besoin de cette Palestine? Qu'est-ce qu'on a oublié là-bas? Notre prestige est à zéro, nos forces ne peuvent pas agir, etc., etc., etc. Churchill dit encore bien avant, il n'y a aucune raison de rester en Eretz Israël. Et le message principal de la rue britannique, de la presse britannique, des parlementaires britanniques, on doit foutre le camp. On doit partir. Alors, on peut dire encore beaucoup de choses. Entre parenthèses, c'était les 3 derniers mis à mort qui sont montés sur l'échafaud, comme on dit, Olé à Gardom, mis à mort par les Britanniques. Les Britanniques, ensuite, après mai 47, n'ont plus osé condamner à mort des prisonniers juifs. C'était les derniers, c'est-à-dire la dernière année, toute la dernière année de leur présence, il n'y a plus un juif qui est monté sur l'échafaud britannique. Et on peut dire, oui, ils ont été dissuadés, effectivement. Mais quand on prend maintenant l'image en général de ce qui s'est passé, eh bien, je reprends les 3 perspectives par lesquelles j'ai commencé. La première perspective, qui a le plus contribué de l'intérieur? S'il y avait uniquement les attentats et pas la Aliyah, alors qui serait là pour assurer l'indépendance?
s'il n'y avait que la Aliyah, mais pas la Ityashvut, pas la prise de position sur le terrain, au nord, au sud, c'est une chose très importante et très pertinente. J'y reviendrai. À quoi auraient servi les attentats et les actions de Begin et du Hetzel et du Lehi? À quoi ils auraient servi s'il n'y avait pas cette prise de position sur le terrain? J'y reviendrai, sinon rappelez-moi, parce que c'est une chose très importante à dire, très pertinente pour nos jours aujourd'hui. Maintenant, d'un autre côté, si la Grande-Bretagne n'était pas au bord de la faillite, si elle était pleinement soutenue par les États-Unis, financièrement, politiquement, au niveau diplomatique, elle aurait eu peut-être toutes les raisons d'étouffer ici la résistance juive et de livrer entièrement Eretz Israël aux Arabes. Donc, il y a un facteur extérieur. Il y a un facteur proche-oriental aussi très important. C'est que les Britanniques, ils étaient certes prêts à faire face aux Juifs s'il n'y avait que les Juifs auxquels il fallait faire face. Mais les Arabes aussi étaient contre eux. Les Arabes refusaient un à un toutes les propositions britanniques. Alors, tenir tête tant aux Arabes qu'aux Juifs, ça, non. Avec tout l'antisémitisme britannique, le général Barker, le commandant des forces britanniques en Eretz Israël, écrivant à sa femme, il disait, moi, je les déteste, qu'est-ce qu'on fait là? Dès qu'on quitte, moi, je suis prêt à me mobiliser dans les armées arabes pour combattre les Juifs. Mais même cela ne suffit pas. Parce que les Arabes, ils sont contre les Britanniques, tant qu'ils sont là. Et puis, donc, il y a aussi un facteur extérieur, un facteur proche-oriental, un facteur international, sans parler de la position soviétique, sans parler de la position soviétique qui fait tout, mais tout, pour mettre à mal les Britanniques et pour les faire quitter Eretz Israël. Et puis, il y a la troisième perspective, qui est aussi très importante et qui est très pertinente pour nous aujourd'hui. C'est que, je vais vous raconter une histoire. Une histoire, vous connaissez le concept, le dialogue mélien? C'est un truc qui a trait à l'histoire grecque, à l'histoire de la guerre du Péloponnèse, racontée par Thucydide. On sait tous, en tout cas, moi, j'ai appris en Sciences Po, la démocratie athénienne, on cite tous le discours de Périclès. Le grand discours de Périclès avec les principes de la démocratie athénienne. Yofi, Mazel Tov, Mazel Tov, Mazel Tov. Il y a un discours qu'on ne cite pas. C'est le deuxième discours qui est présent dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse par Thucydide. Et c'est un discours qui est tenu face à une toute petite île dans la mer Égée qui s'appelle Mélos. Une île pacifique qui est neutre. C'est la petite Suisse de l'Égée. Il dit non, on n'est pas du côté de la Sparte, on n'est pas du côté d'Athènes. Ah non. On ne veut pas faire partie de la coalition de l'alliance de Délos. Non, laissez-nous. Alors arrivent comment on appelle ça? Les Athéniens, et ils disent, bon, Khaverim, capitulez.
rendez-vous à nous. Tribu, territoire, L'autre dit, mais non, on ne veut pas. On veut pas. Enfin bon, je veux pas, on ne va pas voir maintenant tous les débats, etc. Mais les citoyens de Délos, ils disent, mais écoutez, mais Athènes, vous êtes la patrie de la démocratie, de la justice. Comment est-ce que vous pouvez vous conduire avec nous d'une manière aussi injuste et bafouer nos droits, bafouer notre démocratie, notre liberté? La réponse athénienne, il dit, écoutez, la justice, c'est uniquement entre égaux, entre pouvoirs de puissance égale. Aucune justice entre une grande puissance et une petite île perdue dans la mer Égée. Alors maintenant, vous avez tant et tant de jours pour obtempérer, sinon on vous conquiert, et ils mettent le blocus, ils conquièrent l'île, ils tuent tous les hommes, ils vendent toutes les femmes et les enfants en esclavage. Finita la commedia. Voici la démocratie athénienne dans sa splendeur. Maintenant, la personne qui raconte ça, enfin bon, il y a cette histoire, mais cette histoire, elle est entre autres racontée par un séminaire. C'est Ran Baratz qui rapporte ce séminaire. Et puis, à des étudiants israéliens par un prof américain juif. Et là, on est en train de débattre, mais qui a raison, comment expliquer, Athènes, Délos, Sparte, Mélos, bon, yofi. Et pour finir, il dit, bon, ben, vous croyez qu'on vient d'apprendre uniquement de l'histoire? Non, pas du tout. Pour l'Amérique, Mélos, c'est Israël. L'île de Mélos, en Égée, c'est Israël. Alors, vous pouvez parler tant que vous voulez des valeurs communes, de l'identité, des intérêts communs, du plus grand porte-avions américain au Moyen-Orient, de tout ce que vous voulez. Du moment que les intérêts deviennent contradictoires, rappelez-vous de l'affaire de Mélos. Ce qui nous le prouve, c'est notre histoire avec la Grande-Bretagne. Et c'est pour ça que ce qui nous a sauvés, c'est qu'on n'était pas complètement comme Mélos. On n'était pas comme cette île pacifique, neutre, en pleine mer Égée. Mais c'est qu'on a résisté par la Aliyah, par la Ityashvut, par la résistance armée, et on a porté atteinte à la poche, au portefeuille britannique. On a porté atteinte à ces 85 000 soldats qui étaient ici, postés ici. On a porté atteinte à son prestige. On a porté atteinte à son véritable, sa renommée internationale au niveau mondial. Et pour finir, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tous ces facteurs, ensemble, international, moyen-oriental, juif, jouent en sorte que les Britanniques décident de rendre le mandat sur Eretz Israël à l'Organisation des Nations Unies. Et là-bas, les miracles ont continué avec le vote du bloc soviétique, avec les États-Unis, avec tout ce qu'on connaît, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, tatatim, tatata. Et c'est pour ça que quand on considère notre état actuel, il faut voir que
ne pas perdre de perspective tous ces éléments. On est aujourd'hui encore beaucoup plus fort qu'on était il y a 74 ans, 15 ans. Les États-Unis sont en perte de vitesse. Le monde est en train de changer. Il est complètement imprévisible. Imprévisible, crise s'enchaîne après crise. Crise diplomatique, crise militaire, maintenant la crise du blé, la crise avec 10% du blé qui sont fournis par l'Ukraine. Tout d'un coup, il y a danger de famine presque en Égypte, en Somalie, etc. Le blé soviétique, lui aussi, crise énergétique, tout d'un coup, les choses changent. Chacun doit faire de son mieux. On ne sait pas quel va être le facteur qui va être décisif, si c'est militaire, autre, etc. Mais on sait que tous seront décisifs. L'Aliyah, l'Aïtiashvut, et ça c'est très important, je voulais y revenir. Le sionisme ne doit pas être mesuré seulement par la quantité de juifs en Eretz Israël, mais la quantité de Itiashvut en Eretz Israël, que ce soit en Negev ou en Galilée. Si on ne tenait pas compte de ça, on n'aurait pas eu ça en 47, en 48. Aujourd'hui, il faut rajouter à ça une force identitaire. En 48, on était une superpuissance morale et identitaire. Aujourd'hui, ça laisse désirer. La veille du Yom Yerushalayim, ça fait toujours bon à être rappelé. Zéo. Zéo, donc pousser à fond sur tous ces points et ne pas oublier que même si on se casse la gueule les uns les autres, encore au mois de janvier 45, au mois de novembre 45, on peut être là ensemble, épaule à épaule, coude à coude, à livrer la guerre à nos ennemis. Ne pas oublier qu'ils sont nos frères, même si on a des problèmes avec eux, même s'ils font des ch'touillottes invraisemblables là où ils les font. Savoir toujours qu'après aujourd'hui, il y aura demain. Et après Yom Shishi, Yom Shabbat. Zéo, משהו כזה. Merci beaucoup. Toda Rabba, Eliezer, comme d'habitude, passionnant. Et on va permettre aux participants de réagir, de poser des questions. Voilà, Eliezer, ton micro a été coupé, mais vous pouvez rallumer le micro et poser vos questions. Je n'étais pas très sûre de ce que vous avez expliqué au début avec la commission pour les 100 000 juifs, conflit avec les États-Unis. Comment ça s'est déroulé, terminé? Qu'est-ce qui s'est passé? Eliezer, ton micro, rallume-le. Les Britanniques ont refusé. Ils ont refusé de faire entrer les 100 000 juifs. Merci de... J'ai oublié de le dire. Ouais. Merci, Nili. Robert, oui. On ne vous entend pas, Robert? Robert, on ne vous entend pas. Non, problème de micro. Votre micro il est ouvert, mais on ne vous entend pas. Vous pouvez essayer de régler le problème ou par écrit peut-être. Merci Eliezer, magnifique comme d'habitude. Sinon, vous pouvez écrire des questions, des réactions. Eliezer, tu n'as pas parlé, tu n'as pas dit, à ton avis, qui avait raison finalement, la Haganah ou le Hetzel? Parce qu'ils n'avaient pas la même politique, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. En fin de compte, je pense que véritablement, chacun défendait son front. Et chacun avançait sur son front. Et tous ces fronts étaient
vitaux indispensables pour la victoire. C'est comme le dit Uri Tzvi Greenberg. Si derrière la charrue, il n'y a pas le canon, alors pourquoi va la charrue? Mais si le canon, il va seul, alors où il va? Vous comprenez? C'est-à-dire, il faut qu'il y ait la charrue, il faut qu'il y ait le fusil ou le canon, et il faut qu'il y ait le juif qui porte le fusil et qui charrie la charrue. Et c'est pour ça que tous étaient essentiels. On ne peut pas dire, c'est plus toi, au niveau pourcentage, l'OEDA, mais plus que ça. C'est plus que ça. C'est au niveau, c'est chacun sur son fond, et puis tous ensemble, finalement, contre les Britanniques. Et contre les Arabes, etc. Magnifique. Robert? Robert, Non, ça marche pas. Désolé, Robert, ton micro, il fonctionne pas ce soir. mais essayez peut-être, Robert, essayez de déconnecter votre micro parce que peut-être votre… Le casque. Peut-être que le casque, il n'est pas bien mis. Oui, de temps en temps, c'est ce qui fait problème. Oui, vous m'entendez? Voilà, super. Oui. Attendez, je vais faire un peu plus fort quand même. Vous voyez, je vais faire un peu plus fort. On t'entend en tout cas, nous. On entend très bien, on entend plus Bon, que bien. alors voilà, je voulais un peu faire un petit témoignage. Je me rappelle avoir lu dans les journaux à l'époque que lorsqu'il y avait deux combattants d'Irgun qui a été condamnés à 20 ans de prison en tribunal par les Anglais. Alors ils ont éclaté de rire, ils leur ont dit « Vous croyez que vous allez rester encore 20 ans ?» Et puis il y avait une autre question, je ne sais pas si… Tout à l'heure j'ai dû interrompre parce que j'avais un coup de fil important. Et les Anglais avaient fouetté des Juifs parce qu'ils avaient été au mur. Alors les Juifs ont fouetté des officiers ou un officier anglais. Et alors, ceux qui n'ont pas supporté les Anglais, ils ont dit, on a même été fouettés, ce qu'on infligeait au sujet hindou là, à l'époque. Et ils n'ont pas digéré du tout d'avoir été fouettés. C'est ça, exactement. C'est le témoignage que je dois aborder parce que c'est une période que j'ai vraiment vécue. Non, je pourrais rajouter quelque chose que, en général, dont les gens n'ont pas du tout conscience, mais qui est quand même intéressant par rapport au règne des Britanniques à l'époque sur la Palestine. C'est qu'il faut savoir que les Anglais avaient leur système juridique à eux pour la métropole, mais ils avaient d'autres lois pour leur colonie. Et les lois qui étaient en vigueur en Palestine, c'était les lois des Britanniques pour leur colonie. Et quand l'État d'Israël a été créé, bien sûr, pour éviter le vide juridique, on a poursuivi, on a gardé les lois qui existaient. Mais c'était les lois pour l'Empire britannique. Voilà. Ouais, merci, parce que là, il y a un truc. Ça c'est toi qui es spécialiste. Vraiment, Brigitte, si tu pouvais donner quelque chose, c'est que le Bagat, c'est Chaim Ramon qui a dit ça. Moi, j'ai entendu pour la première fois de Chaim Ramon. Le Bagat a été fondé véritablement par les Britanniques et c'était une institution, comme tu l'as dit, pour diriger les autochtones, les indigènes, mais qui n'était pas comme en Grande-Bretagne, etc. Et nous, on a hérité ça avec ses pouvoirs presque hégémoniques et sans y faire trop de corrections. Oui, non, mais attends, là, je suis obligée de dire un truc, je m'excuse, après j'arrête, parce que le Bagat des premières années de l'État, jusque dans les années 90, était un vrai tribunal. Ce n'était pas lui qui avait la souveraineté. La souveraineté était la souveraineté des élus du peuple. Ça n'est qu'avec Aaron Barak que le Bagat a pris le pouvoir, pas avant. Voilà. Brigitte, je te pose encore une question. Tu dis que ce n'était pas le même droit qui était appliqué dans les colonies et en Grande-Bretagne. Est-ce que tu peux donner un exemple sur une loi? Non, la vérité, je ne peux pas donner d'exemple, mais je sais que c'est comme ça. Je ne connais pas suffisamment. C'est un système vraiment différent ou pas? Ou oui, tu sais pas? Bien sûr. Ce n'est pas la même chose. Tout ce qui était formidable en Angleterre, en métropole,
C'était quand même très différent pour les colonies, parce que les colonies, il fallait les dominer, tu comprends? C'est pas pareil. J'ai compris, merci. Waouh. Madim. Madim. Toda, encore quelqu'un va intervenir? Non, merci beaucoup à vous tous. Merci Johan. beaucoup à vous.